le Rwanda. Voilà pourquoi nous allons choisir la thématique, la situation sécuritaire d'une manière générale au pays, et nous allons plus nous concentrer sur la guerre à l'est du pays. À ce moment, les FARDC sont en train d'affronter avec détermination ces agresseurs-là, et nous allons, comment pouvez-vous, en tant que droit de l'homme, établir ou faire l'état des lieux de cette situation? Merci de la parole. Ce qui se passe à l'est du pays nous préoccupe. Il s'agit de la paix et de la sécurité. Et nous devons savoir que lorsque on parle de la sécurité, on doit savoir que c'est un droit de l'homme. Et la fois passée, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, savent comment nous avons ou nous définissons les droits de l'homme. Nous disons que les droits de l'homme sont des prérogatives qui ont été reconnues à l'homme du seul fait de sa qualité d'être humain. Et parmi les droits de l'homme, il y a une génération, une classification des droits de l'homme qu'on appelle les droits collectifs. Parce qu'au stade actuel, nous avons au moins 4 générations de droits de l'homme. On commence d'abord par les droits civils et politiques. Nous avons les droits économiques, sociaux et culturels. Et nous avons les droits de la 3e génération qu'on appelle les droits de solidarité ou les droits communs ou les droits collectifs. C'est à partir de ces droits-là qu'on appelle les droits communs que nous retrouvons le droit à la paix et le droit à la sécurité comme étant un droit commun, un droit pour tous. Avant de pouvoir continuer avec notre émission, j'aimerais lire quand même quelque chose à l'attention de nos téléspectateurs qui nous suivent pour qu'ils puissent comprendre quand même quelque chose en rapport avec ce que je venais de dire. Lorsque nous lisons l'article 52 de notre Constitution, vous allez vous rendre compte que la sécurité est un droit fondamental pour un État. Cet article dispose que tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu'international. Aucun individu ou groupe d'individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de départ d'activités subversives ou terroristes contre l'État congolais ou tout autre État. Vous voyez que ça, c'est un soubassement juridique, et cela ne sort pas de n'importe quel instrument, cela sort de la Constitution qui est considérée comme notre loi fondamentale. Parmi les prérogatives d'un État gendarme, un État gendarme doit mener ses activités pour garantir la paix sociale. Et dans la paix sociale, il y a la sécurité publique, il y a l'ordre, dans l'ordre public, nous avons la sécurité publique, nous avons la paix publique, nous avons aussi la salubrité publique. Et quand la paix, on perd la paix à cause de l'insécurité qui est causée par la guerre, à ce moment-là, nous disons qu'il y a un droit de l'homme qui est déjà mis en danger. C'est ce qui fait que nous puissions commencer d'abord par là en tant que défenseur des droits de l'homme, parce qu'on n'est pas seulement avocat. Je suis défenseur des droits de l'homme, coordonnateur et président national de l'organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme dénommée HNH. Alors, les nouveaux horizons pour l'humanité. Tout à fait, les nouveaux horizons pour l'humanité. Alors, la question que vous venez de me poser, ce qui se passe à l'Est, est une agression ou une rébellion? On commence d'abord par là avant de parler du travail que doit mener le défenseur des droits de l'homme dans des moments pareils. Selon le droit international humanitaire, nous avons des types de conflits armés au niveau international. Nous avons le conflit armé international qu'on appelle CAI, et nous avons le conflit armé national qu'on appelle CANI. Alors comment on peut les identifier? Parce qu'au stade actuel, il se pose un problème de définition. Ce qui se passe à l'Est, c'est une agression ou une rébellion? C'est ça la question que vous nous avez posée. Voilà. Alors il y a des éléments qui nous sont donnés par le droit international humanitaire qui peuvent nous amener à identifier facilement un conflit armé, si c'est une agression ou c'est une rébellion.
en rapport avec l'agression. On ne peut parler de l'agression que lorsque un État agresse notre État ou viole l'intégrité territoriale de notre État. Mais quelles sont les conditions qui peuvent être réunies pour que nous puissions parler d'une agression? La première condition, l'État qui agresse fait une déclaration de guerre contre l'État agressé. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, même si la déclaration de guerre n'a pas été faite par l'État agresseur, on peut se baser sur le fait de guerre sur le terrain. C'est-à-dire qu'on voit la présence des militaires, des faits militaires sur le territoire qui n'appartient pas à l'État agressé. À l'armée agressée, à l'armée nationale. Tout à fait. De l'État agressé. Tout à fait. Tout ce que nous trouvons, ça c'est une guerre de faits, parce que nous nous retrouvons avec des faits de guerre qui sont organisés par l'État agressé sur le territoire d'un État agressé. À part ça, même si on ne trouve pas de faits de guerre, mais on peut trouver aussi la troisième condition qui peut nous amener à croire qu'il y a une agression, c'est lorsqu'il y a une occupation d'une portion du territoire par l'État agressé contre l'État agressé. Il y a toute une procédure qu'on ne saura pas entrer ici parce que nos minutes sont très limitées. Oui, Maître Président, la situation à l'est du pays, la question est claire. C'est une agression ou c'est une rébellion, puisque vous avez donné les facteurs pour identifier soit l'agression, soit la rébellion. La situation à l'est du pays est une agression, est une rébellion. Laissez-moi évoluer parce que je venais de parler seulement des conditions qui peuvent être réunies pour qu'on puisse parler d'une agression, mais je n'ai pas encore parlé des conditions qui peuvent être réunies pour qu'on puisse parler d'une rébellion. Pour qu'on puisse parler d'une rébellion, il y a deux éléments majeurs. Le premier élément, ce sont les nationaux qui se rebellent contre l'ordre établi, l'ordre public. Alors, c'est ça, et ils occupent une portion du territoire, et ce groupe de personnes est bien organisé. Ils ont les chefs, ils ont un commandant, ils s'organisent, ils récupèrent une portion du territoire. Quand on commence à les identifier, ils ne viennent pas d'ailleurs, ce sont les ressortissants du même État. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, lorsqu'on voit qu'il y a une intensité de violence, c'est que ce ne sont pas des violences sporadiques. Il y a eu échange de tirs quelque part, et puis les comme des bandits, ils ont pris fuite, mais ils sont là, comme ce que nous sommes en train d'assister à l'est du pays. Avec les armes sophistiquées, avec les armes de guerre, comme un État. Là, nous sommes dans l'hypothèse d'une rébellion. Mais lorsque la rébellion est soutenue par un État étranger, tel qu'on est en train de soupçonner Rwanda aujourd'hui avec des éléments que nous avons. Mais est-ce qu'on peut parler des soupçons puisque les secrétaires généraux de l'ONU, les secrétaires généraux de l'ONU l'a dit clairement, les armes viennent de quelque part. En droit même quand on a et les Nations Unies ont établi que c'est le Rwanda qui agresse. Est-ce que là on peut soupçonner, est-ce qu'il y a des soupçons ou la réalité? Même quand on accuse quelqu'un d'avoir commis une infraction, cette personne qui est accusée bénéficier d'une présomption d'innocence. Nous ne sommes pas juges. Avec des preuves. Même s'il y a des preuves, attendez que le dernier mot soit prononcé par les juges. Nous ne sommes pas juges. Raison pour laquelle, même quand vous surprenez quelqu'un en train de commettre un crime, il ne faut pas le traiter comme un coupable. Commencez d'abord par le traiter comme un présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Donc la seule juridiction qui juge les États au niveau international, c'est la Cour internationale de justice. Comme l'affaire n'est pas encore portée là-bas, il n'y a pas un jugement qui a été rendu, un arrêt qui a été rendu au niveau de la Cour internationale de justice. Raison pour laquelle nous soupçonnons. Alors, maintenant, au stade actuel, lorsqu'une rébellion est soutenue par un État étranger, il y a deux hypothèses. Lorsque l'État étranger ne contrôle pas, n'a pas le contrôle effectif. Si la rébellion, on ne peut pas parler d'une agression, on parle
d'une rébellion. Mais lorsqu'il y a un contrôle effectif, c'est-à-dire que le commandement, les armes, tout ce qui se passe là-bas, et les ravitaillements. Tout à fait, par l'État qui soutient la rébellion, à ce moment, on peut parler d'une agression. Mais pour qu'on puisse parler d'une agression, il y a les actes d'agression, il y a les crimes d'agression. On ne peut pas parler d'une agression lorsque la procédure n'est pas encore terminée. Il faut aller saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies, les experts viennent, ils enquêtent, à partir des experts, ils disent que voilà, il y a, nous avons constaté qu'il y a des actes d'agression contre tel État par cet État. Raison pour laquelle nous nous réservons au stade actuel, en tant que juriste. Je ne peux pas, moi, emprunter les langages de commun de mortels. Au stade actuel, nous présumons que le M23 est une rébellion qui est soutenue par le Rwanda. Mais parler de l'agression, pour moi, ça me dépasse parce que je n'ai pas encore réuni certains éléments qui peuvent m'amener à parler directement d'une quelconque agression. Je répète et je reviens. Oui. Quand le secrétaire général de l'ONU, on lui pose la question lors de l'émission, répond que les armes viennent de quelque part. Et l'ONU, à son tour, mène l'enquête et documente pour dire que c'est le Rwanda. La RDC est agressée. J'ai déjà répondu à cette question. Il faut aller à la Cour internationale, la Cour de la justice il y a des hypothèses. Pour que cette Cour puisse dire qu'en tout cas, voilà, ce n'est pas une agression, c'est une agression. Non, on ne peut pas aller directement à la Cour. S'il y a des actes, des éléments, des preuves qui prouvent aujourd'hui que le Rwanda, comme la fois passée, nous avons vu comment on avait arrêté les éléments rwandais, les citoyens rwandais par nos forces. Ce sont des éléments probables. Même des uniformes, même des uniformes, même des ravitaillements, même des matériels. Mais c'est la responsabilité de notre gouvernement. Je voudrais dire ici, il y a toute une procédure que je termine. Oui. Donc le gouvernement congolais doit saisir le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité doit envoyer ses experts. Et c'est le Conseil de sécurité qui doit confirmer par une, comment on appelle ça, les décisions du Conseil de sécurité, j'ignore, à ce moment, par une résolution qui prouve que le Congo est agressé par le Rwanda. Alors, si ce n'est pas le cas, lorsque le Congo voit qu'il est agressé par le gouvernement rwandais, comment attendre? Parmi les puissances de résolutions, on applique l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui donne un droit naturel à chaque État agressé de riposter au nom de quel principe? Au nom du principe de légitime défense. Mais jusqu'alors, nous n'avons pas encore vu comment le Congo riposte contre cette agression. Le Congo, le Conseil de sécurité n'a pas encore n'a pas été saisi. Tout à fait, n'a pas encore prouvé que le Rwanda est en train d'agresser le Congo. Il y a un silence de mort au niveau international. Maître, que diriez-vous, puisqu'on est en train également de soupçonner un complot international contre la RDC? Pensez-vous que si la RDC produisait cette requête au niveau des conseils de sécurité, la RDC aura une réponse favorable? Mais lorsqu'on s'amène avec des éléments de preuve, nous ne pouvons pas rester seulement dans des imaginations. Donc, ce que nous devons faire pour savoir, pour confirmer réellement que nous sommes sous un complot international, demandons à nos experts. Nous avons un gouvernement responsable. Je crois au gouvernement de mon pays qu'on puisse amener cette situation au niveau du Conseil de sécurité et que les rapports, les conseils de sécurité puissent envoyer ses experts jusqu'à confirmer par une résolution que la RDC est agressée. Alors là, on va parler d'un... Attendez, on va parler d'un acte d'agression. Et c'est cette résolution-là qui va nous donner le critique d'aller saisir la Cour internationale de justice pour prouver qu'il y a eu acte d'agression du Rwanda contre le Congo. Et qui ont préparé cet acte d'agression, à ce moment, on peut aller plus loin jusqu'à confirmer aussi les crimes d'agression. Et poursuivre le présumé auteur, si c'est Kagame et les autres, ils peuvent être poursuivis par la Cour pénale internationale. Oui, maître, je reviens sur cette question sous une autre forme. Il faut que la RDC étudize cette requête pendant que les chefs de l'État, lors de la tenue
l'Assemblée générale de l'ONU, les chefs de l'État l'a dénoncé devant ses collègues, devant ses homologues chefs d'État, pour dire que nous sommes agressés par les Rwandais. Ça vaut la peine que la RDC introduise cette requête auprès du Conseil de sécurité. Quelle était alors la suite? Parce que dénoncer, mais puisque c'est dénoncer, oui, quand on dénonce, à ce niveau-là. Non, il faut saisir. Il faut saisir, la procédure, elle est écrite, la procédure, elle est là. Il y a toute une procédure que je ne saurais pas expliquer ici parce qu'on n'a pas assez de temps. On ne peut pas se limiter seulement quand on dénonce. Nous sommes dans le cadre de la diplomatie. Et nous savons que notre président a beaucoup voyagé, il a parlé de cette histoire-là, de l'agression du Rwanda partout. Mais qu'est-ce que ça produit qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Oui, alors là, on peut dire que notre diplomatie a échoué. Nous pouvons vider cette question pour vous. Parce qu'il y a un silence, ce n'est pas l'agression, de la communauté internationale. Ce n'est pas l'agression, c'est la rébellion pour vous. C'est une rébellion soutenue par le Rwanda. C'est ce que je venais de dire ici. Mais parler de l'agression aujourd'hui, il faut que cela soit prouvé par le Conseil de sécurité à travers une résolution. Voilà, c'est une rébellion soutenue par le Rwanda. Actuellement là, quelle serait l'attitude des Congolais? La population congolaise peut prendre à ce moment quelle attitude face à cette situation? L'attitude que doit prendre les Congolais est reconnue par la Constitution. Lorsque nous lisons l'article 63 de notre Constitution, la Constitution, cet article dispose que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République, de l'intégrité de son territoire, sous peine de haute trahison. Voilà notre attitude. Donc aujourd'hui, même quand on est de l'opposition, de la majorité, de l'union sacrée, on doit surseoir ou faire taire nos différences. Tout à fait. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Quand l'Ukraine a été agressée, là c'est une agression parce que nous avons tous les éléments. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué? Vous n'allez pas voir qu'il y a une opposition qui s'élève contre monsieur... Contrairement ici chez nous en RDC, il y a l'opposition qui s'écarte. En quelque sorte, c'est un problème. Parce que nous non, c'est un problème qui concerne la nation. Nous suivons les acteurs sociopolitiques à travers les médias. Il y a ceux qui s'écartent de cette logique pour condamner. À ce moment, c'est le moment de condamnation, des querelles éternes. Nous devons nous mobiliser comme un seul homme, avoir le même langage, condamner cette rébellion qui est soutenue par le Rwanda et condamner aussi le silence de la communauté international. Parce que nous voyons ce qui se passe en Ukraine. Le président ukrainien ne sort même pas. Il reste chez lui. Il ne mène pas de voyage par-ci par-là. Mais qu'est-ce qu'on voit? La communauté internationale porte son soutien à l'Ukraine et aujourd'hui la Russie, la Russie qui est considérée comme la deuxième puissance militaire au niveau international a des difficultés au jour d'aujourd'hui sur base de cette mobilisation qu'on a remarqué au niveau international. Mais ce qu'on est en train de remarquer à République du Congo, c'est ce qui nous fait regretter. On a crié, on a dénoncé, on a parlé, on a effectué des voyages, mais on s'est abandonné par la communauté internationale. Alors, comme nous n'avons pas encore proposé des pistes de solutions, mais nous pouvons aussi parler de ça. Au stade actuel, le Congolais doit savoir qu'il doit se prendre en charge. La communauté internationale nous a abandonnés. La communauté internationale a abandonné la RDC. N'attendez pas quelque chose de la communauté internationale. Elle est complice. La fois passée, quand j'étais passé par ici, lors de nos dernières émissions, j'étais même contre la mutualisation des forces entre la RDC et l'Ouganda. Vous avez vu qu'à M23, dernièrement, quand il y a eu attaque au niveau de Rutshuru et d'autres parties du territoire qui ont été récupérées par l'M23, M23 est soutenu par Ouganda. Mais à quoi c'est de l'autre côté? Nous faisons des mutualisations et de l'autre côté, la rébellion ou
la rébellion de pro-rwandais est soutenue par le même Ouganda. Même la force qu'on vient de Kenya, nous, comment? Vous avez suivi l'ancien général ou le général kenyan qui a dit ouvertement que lorsque nous irons au Congo, nous n'allons pas combattre contre l'M23. Alors, ils viennent faire quoi? Il y a transfert des informations, des formations et des stratégies de l'autre côté. Et alors, là, nous devenons passoires. Tout à fait. Au stade actuel, nous n'avons pas besoin même de cette communauté de l'Est. On n'en a pas besoin. Ce sont des gens qui nous trahissent. Le Kenya, le Kenya, ce sont les amis des Rwandais, des Ougandais. Ils sont là pour soutenir pour le Rwanda pour arriver à leur objectif qui est la balkanisation de l'Est du pays. Raison pour laquelle notre position reste la même. Nous devons nous désolidariser de cette communauté de l'Afrique de l'Est. On n'en a pas besoin. Nous avons vu du temps de Kabila le père. Quand il a vu que ça ne marchait pas avec ces gens-là, il a tourné vers l'Angola et tout, le Zimbabwe, les Namibiens, la SADC et tout ça. Et vous avez vu que ça a payé. Il y a eu une forte résistance. Ils n'ont pas pu faire des avancées sur le terrain. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. Même avec les dialogues qu'on est en train de proposer aujourd'hui. Combien de fois que nous avons dialogué avec le Rwanda, Ouganda et tout, on n'a pas besoin de dialogue. Qu'on donne des moyens à nos vaillants soldats qui payent le prix suprême, qui donnent leur vie à l'Est, qu'on leur donne des moyens, des armes, on doit se prendre en charge. Notre attitude aujourd'hui, c'est quoi? Chacun de nous doit amener sa petite contribution, chacun à sa manière, pour que nous puissions soutenir notre armée avec des prières, avec des moyens consistants, pour que nos vaillants combattants puissent combattre sur le terrain, pour que ces soi-disant terroristes puissent être boutés dehors. Mais nous parlons aujourd'hui d'une aide quelconque qui viendrait d'une quelconque communauté internationale. Nous sommes en train de rêver, nous devons nous prendre en charge. Ok, vous avez défini l'attitude des Congolais en ce moment, c'est celle de soutenir l'armée nationale, d'être soudés pour bouter dehors l'ennemi. Alors, je reviens sous une autre forme sur la même question. Quel serait alors en ce moment le travail des droits de l'homme? Votre travail, vous, activistes des droits de l'homme, quel serait votre travail, votre position? Puisque l'émission, c'est le monde du travail. Quel serait le travail des droits de l'homme, de vous, acteurs de la société civile, des volets droits de l'homme, activistes des droits de l'homme? Quelle est votre responsabilité en ce moment? Notre responsabilité, nos prérogatives sont déjà reconnues. Un défenseur des droits de l'homme, c'est quelqu'un qui œuvre seul ou en association avec d'autres pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Au stade actuel, nous ne sommes pas dans la promotion, nous devons protéger les droits de l'homme. De quelle manière? En faisant le monitoring des terrains. Nous devons identifier le présumé auteur. On doit identifier les victimes. Le moment les lieux de commission des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Les récits des faits, les alliés des assaillants. Mais vous n'êtes pas, pas sur terre. Comment qui vous dit que nous ne sommes pas sur terre? Nous sommes sur terre. Prélever ces indicateurs, nous sommes sur les droits de l'homme. Je vous dis que nous sommes sur terrain. Nous avons, à l'exemple de notre organisation, nous avons une coordination provinciale au niveau de Goma. Partout, à l'intérieur du pays, nous avons des activistes des droits de l'homme qui sont là. Nous entrons en contact avec les victimes, nous entrons en contact avec les témoins des faits et nous faisons notre travail. Au moment opportun, nous allons publier des rapports pour que le présumé auteur de violations des droits de l'homme, ceux qui sèment la terreur à l'est du pays, qui tuent, qui violent, qui pillent, répondent de leurs actes. Parce qu'on ne peut pas vraiment laisser impuni de tels crimes. Et lorsque vous commettez un crime, en tout cas, attendez-vous à des poursuites et vous devez répondre de vos actes. Et cela rentre également dans le cadre des propositions que vous pouvez faire à l'État ou au gestionnaire? Oui, au stade actuel, la proposition, d'ailleurs nous venons de parler de ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons nous mobiliser comme un seul homme. Ça, c'est la population congolaise, que vous soyez de la société civile, du gouvernement, tous les gouvernants et gouvernés doivent se mobiliser comme un seul homme pour soutenir nos vaillants soldats qui sont en train de combattre à l'est du pays et leur donner des moyens. La société civile, nous devons soutenir les FARDC avec des marches pacifiques et
faire pression au gouvernement congolais de cesser avec toutes les distractions qu'on est en train de voir aujourd'hui, les élections et tout, alors que le pays est sous une haute menace, que le gouvernement congolais donne des moyens consistants à nos services de sécurité, à l'armée congolaise, pour que nous puissions défendre notre intégrité territoriale. Abordons la situation sécuritaire à Kwamutu. Elle persiste. À Kwamutu, pour ne pas, parce qu'on n'a pas assez de temps. Brièvement. Vous voyez que la situation de Kwamutu aussi nous inquiète au jour d'aujourd'hui. On pensait que cette situation serait déjà terminée, mais d'après les informations que nous avons reçues hier, vous devez savoir que les effets de la situation de Kwamutu est arrivé même au niveau de Maluku. Et qui dit Maluku, on est déjà à Kinshasa. On peut être surpris à tout moment. Alors que c'est une situation qui pouvait être prise en charge par nos services de sécurité. Ça a commencé d'abord par une petite redevance coutumière entre les Teke et les Yaka, qui étaient dans une cohabitation, ça fait longtemps, mais à cause de malentendus, sur base d'une quelconque redevance coutumière, les autorités pouvaient s'impliquer pour qu'on puisse gérer un tel conflit avec toutes les responsabilités. Mais à cause de la négligence de nos autorités, de nos services de sécurité, il y a eu ce que nous avons connu aujourd'hui. Alors, il y a une main noire. Il y a une main noire dans cette situation. Moi, je ne suis pas sorcier pour entrer dans l'histoire des mains noires, mais on voit ce qui est en train de se faire sur terrain, parce que nous avons perdu beaucoup de militaires. Je crois depuis le mois passé, on a perdu plus de 50 militaires. Plus de 150 personnes sont déjà mortes. Donc, les tueries continuent au niveau de Kwamutu ici. Kwamutu, c'est à 150 km ou à 300 km de Kinshasa. Qu'est-ce qui fait que les autorités, que ce soit au niveau national, provincial et local, prennent la situation à main pour qu'on puisse gérer ces conflits qui opposent les deux tribus qui cohabitaient ensemble? C'est ça ce que nous pouvons demander au gouvernement congolais. Et oui, allez-y. Oui, allez-y. Et on peut avancer. Ici à Kinshasa encore, il y a le phénomène Kuluna. Oui, le phénomène Kuluna. Ça relève de la responsabilité. Ça ne va pas. Oui. Le phénomène Kuluna. Il n'y a pas seulement que le phénomène Kuluna. Il y a aussi le phénomène Oudiana. Les policiers dénommés Oudiana sont en train de semer la terrelle. Les policiers Oudiana. Tout à fait. Donc, la police qui est censée protéger les personnes et leurs biens, cette unité de la police a créé une infraction qui n'existait pas dans l'arsenal juridique congolais, dénommée air tardif. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à Lutendele, vous êtes à Kouete, vous êtes à Mboudi, même à Kimbancheke, lorsque vous rentrez après 19h, dès qu'il fait 20h, vous n'avez pas droit d'accéder à votre domicile. On vous arrête, on vous estorque, on vous amende, et il y a même de torture au nom d'une quelconque infraction qui n'est pas connue par les juristes qu'on appelle air tardif. Alors que l'article 30 de la Constitution dispose que tout Congolais a le droit de quitter son domicile quand il veut et de rentrer quand il veut. De quel droit les Congolais puissent être inquiétés aujourd'hui par les policiers qu'on appelle Oudiana, qui sèment la terreur et l'insécurité sur la ville de Kinshasa? Nous dénonçons cet état de choses et nous sommes en train, comme acteurs de la société civile, d'attirer l'attention des autorités policières, politiques et militaires de pouvoir vraiment engager des poursuites contre ces gens-là, ces policiers-là qui sont hors la loi qu'on appelle Oudiana. Il y a le phénomène Kuluna aussi. Et quand le phénomène Kuluna, on nous a assimilé, des langages aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont les défenseurs de l'homme qui sont en train de se tenir de Kuluna. C'est faux et archi faux. On nous accuse à tort. Mais certainement, quand on prend un Kuluna, on les met en prison, vous, les défenseurs des droits de l'homme, vous vous mobilisez pour les extraire des géoles, de ces prisons-là, et une fois sortis, il se met, il revient donc, à la cage de départ pour ça, c'est ma sauce. Menacer, tuer, blesser. Nous devons faire la différence entre les députés. On accuse également les députés. Tout à fait. Nous devons faire la différence qui existe entre les violations des droits de l'homme et les infractions des droits communs. Les Kuluna, puisqu'on nous signale, oui, nous citons, mais c'est une question un peu sensible. Okay. Donc nous devons faire la différence qui existe entre les infractions des droits communs et les violations des droits de l'homme. Les violations des droits de l'homme sont
commises par les acteurs étatiques. Tandis que les infractions de droit commun sont commises par tout le monde, y compris les Koulouna. Mais la procédure, c'est quoi? Lorsqu'on exploite l'article 17, alinéa 9 de la Constitution, cet article dispose que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Koulouna n'est pas une infraction. Ces garçons-là et ces gens-là commettent des infractions de droit commun. C'est la criminalité. Tout à fait. Mais la criminalité, c'est un mot qui C'était générique, moi. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Ces gens-là commettent des infractions de droit commun. Nous avons des autorités judiciaires. Lorsque quelqu'un commet une infraction de droit commun, on doit l'amener devant l'OPJ. L'OPJ le transfère au parquet. Le parquet aussi à son tour, s'il voit qu'il y a des indices sérieux de culpabilité, fixe le dossier au niveau du tribunal, on les juge là-bas, on les condamne là-bas. Mais aujourd'hui, ce que nous dénonçons, c'est quoi? Quand on voit seulement, on est dans une agglomération, on se rencontre avec un groupe de jeunes, on les assimile, ce sont des Koulouna, on les amène à Kanyamaka, il y a des innocents qui partent là-bas, en violation de l'article 16 de la Constitution, parce qu'on ne peut pas faire travailler quelqu'un, lui faire travailler sans sa volonté. Nous aimerions que ces gens-là soient amenés au parquet, qu'on les amène devant les juges naturels, pour qu'un jugement soit prononcé sur le sort de tout un chacun. S'il y a des gens qui sont condamnés à travaux forcés, qu'on les amène à Kanyamakasis. C'est là qu'on dit que nous sommes en train de travailler en connivence avec les Koulouna, alors que nous-mêmes nous sommes victimes. La communication est passée, maître. Nous sommes pratiquement à la fin de ces numéros de l'émission. Nous allons poursuivre ces échanges la fois prochaine. Merci téléspectateurs, vous étiez nombreux à nous suivre sur les antennes des canaux King Télévision. En tout cas, merci beaucoup. À la prochaine.